Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Bibouda. Ce soir, nous sommes en compagnie de Olivier Rorich et Phil Datfan. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Très bien, merci. C'est un plaisir. Magnifique. Alors, l'intitulé de ce webinaire, Méditation et métamorphose en temps de crise. Afin de démarrer ce webinaire, nous sommes entourés de deux spécialistes. Nous avons dans un premier temps Phil Datfan. Phil Datfan, tu es bien connu de la maison. Tu as déjà réalisé plusieurs webinaires, des méditations, en l'occurrence même une masterclass dont on parlera un petit peu avant les questions. Pour ceux qui te connaissent pas, tu es un ancien moine bouddhiste ordonné par le maître zen Thich Nhat Hanh. À la suite de ça, tu as vécu également pendant 10 ans dans le village des Pruniers, si je ne dis pas de bêtises, qui était du coup un village créé par ce maître zen. Et aujourd'hui, et ce depuis plusieurs années, tu travailles en collaboration avec des psychothérapeutes, des médecins, des chercheurs pour sensibiliser la société à l'approche de la méditation de pleine conscience et aux vertus qu'elle peut apporter. De l'autre côté, nous avons Olivier Rorich. Olivier Rorich, tu es un ancien élève de l'école normale sup, agrégé de mathématiques. Tu es également spécialiste de la théorie du chaos. Pendant ta carrière scientifique, tu t'es initié à la méditation. Tu as rencontré le Dalai Lama à l'âge de 24 ans. Tu as également été interprète de nombreux lamas tibétains, excuse-moi. Et aujourd'hui, et ce depuis 25 ans également, tu es enseignant et formateur en méditation, avec plus de 10 000 heures, si je crois, à ton actif de méditation. Et aujourd'hui, comme Datfan, tu aides à ce que le grand public, les entreprises, la santé, l'éducation aient accès à cette méthode. Donc, du coup, pour commencer, je pourrais peut-être demander à Olivier peut-être une définition de ce que vous entendez du coup dans l'intitulé de ce webinaire. Qu'est-ce que peut-être la méditation et dans un premier temps, voilà, ce qu'est la méditation et la méditation de pleine conscience. Donc bonjour à tous déjà et merci d'être là avec nous. La méditation de pleine conscience, en fait, c'est quelque chose d'infiniment simple, beaucoup plus simple que ce que pensent d'habitude les gens. C'est simplement être pleinement présent à l'instant présent, complètement ouvert dans l'instant présent et sans jugement. C'est-à-dire, c'est vraiment, au lieu d'être dans des pensées du futur, du passé, des regrets du passé, des préoccupations du futur, au lieu d'être pris dans des schémas mentaux, eh bien, on reste pleinement ouvert à l'expérience de l'instant. On est vraiment là, on est vraiment ici. Puisque nous sommes ici, pourquoi ne pas y être? C'est un très beau proverbe qui définit vraiment pleinement la pleine conscience. Donc, je vais pas en dire plus pour l'instant. C'est tout simple, être pleinement présent, pleinement ouvert, sans jugement, dans l'instant. Et je vous propose d'ailleurs de le faire, parce que le plus important, c'est de pas d'en parler, mais c'est de le faire. Et donc, Dat va tout de suite nous guider dans quelques minutes de pleine conscience. Merci Olivier. J'aimerais aussi ajouter aussi que cette méditation de pleine conscience, ça se fait aussi dans différentes postures. On peut boire notre thé en pleine conscience, par exemple. Voilà, quand notre corps, l'esprit est vraiment là, on peut marcher, on peut manger, s'asseoir. Mais ce que on va proposer on va dire, c'est un 3 minutes de l'arrêt qu'on va faire tous ensemble avant de démarrer notre dialogue. Donc, je vous invite juste à vous mettre dans une posture assez confortable. Et vous pouvez fermer vos yeux si vous souhaitez. Et juste ressentir votre corps présent. Et pour commencer ces 3 minutes de l'arrêt, je vais simplement inviter 3 sons de la cloche. Là, quelquefois, quand on arrive à un lieu comme ça, notre esprit est peut-être quelque part dans le passé, où on est déjà là, peut-être on va anticiper qu'est-ce qui va se passer pendant cette belle soirée. Mais l'invitation, c'est juste être là avec ce qui est, ce que Olivier vient de partager. Hein. Donc, dès que vous êtes dans un poste confortable, vous pouvez fermer vos yeux
si vous souhaitez. Vous laissez le demi-clos pour juste simplement écouter ces 3 sons de la cloche. Voilà, dans cet esprit de douceur, de bienveillance, je vous invite de prendre contact avec votre corps, votre posture. Vous pouvez sentir le contact de vos 2 pieds au sol, la chaise ou votre coussin. Vous pouvez aussi permettre vos épaules de se détendre, et le visage aussi. Et donnez un sourire bienveillant à vous-même. Voilà, dans cet instant, on peut accueillir des différentes sensations. Peut-être c'est le picotement de nos pieds, la chaleur de notre main, le détente de notre visage, nos yeux. Ensuite, je vous invite de connecter avec votre respiration, où vous pourrez le sentir le mieux. Et là, ça peut être au niveau de votre narine, l'air frais, l'air chaud qui entre, qui sortent, votre poitrine, votre bas-ventre, ou simplement tout votre corps qui respire. Et vous pouvez entrer en contact avec cet inspire, expire, sans contrôler, sans modifier. Et on va juste apprécier d'arriver, le corps, l'esprit unifié, et arriver dans l'instant présent. Et à la sonde de la cloche, on va sortir de cette petite assise. Donc merci pour votre assise. Je crois que Olivier... Oui, je vais reprendre. Donc Olivier, Dad, je voudrais d'abord te poser la première question. Que penses-tu du boom que connaît la méditation depuis la crise? Oui, c'est une question très intéressante. Merci Olivier. Je pense que depuis la crise, il y a beaucoup de peur, beaucoup de l'angoisse, peut-être beaucoup de l'incertitude qui est présente dans tout le monde. Et je pense que la méditation y rapporte une réponse à cette angoisse, on dit, qui est en nous. Et je pense que les gens cherchent un certain apaisement, une reconnexion à eux-mêmes. Et je pense aussi que peut-être la crise
bien sûr, c'est une chose qui fait souffrir tout le monde, mais ça nous permet de vraiment voir à tel point c'est essentiel de retourner à nous-mêmes. On voit des différents booms dans différentes applications, de rencontres en ligne, et je sens que les gens sentent ce véritable besoin, le besoin fondamental, c'est le retour chez nous, le retour dans notre propre demeure, où on peut revivre une certaine sérénité, une certaine paix. Donc, il y a forcément un certain boom parce que je pense notre société, il donne pas la solution à cette angoisse, mais on est dans une certaine course où on court toute la journée et on n'arrive pas de arrêter. Et ce signe de la virus, c'était comme un signe de une certaine invitation de collectif de juste s'arrêter, de voir qu'est-ce qu'on a fait avec nous-mêmes, notre corps, notre vie, notre société, notre environnement. Donc le boom depuis le quiz, c'est un certain signe que voilà, notre société maintenant, il a d'autres besoins qui est peut-être pas là il y a 10 ans ou 20 ans ou même avant la crise. Donc j'ai une question pour toi. Oui, d'accord. Vas-y. Vu que tu as une base scientifique de la pratique, et tu as aussi écrit un bel livre qui s'appelle La science de la méditation. Des fois, les gens pensent que la méditation est un peu, voilà, New Age ou spirituel. Quels sont les bienfaits reconnus par la science avec la méditation de la pleine conscience? Effectivement, tu as raison, Date, parce que dans les années 60 et 70, quand il y a eu une grande vague finalement d'essaimage de la méditation bouddhiste en Occident, par le Zen, par les Tibétains, par d'autres écoles. Eh bien, dans cette époque-là, on associait la méditation beaucoup à la spiritualité, au mysticisme et bon, il y avait même un peu une connexion avec les hippies dans l'idée du grand public. Donc c'était vraiment quelque chose qui n'était pas entre guillemets sérieux au sens des institutions officielles occidentales. Et en fait, il y a eu une véritable révolution absolument stupéfiante entre 1980 et 2000. En fait, les neurosciences se sont intéressées à l'inscription cérébrale de la méditation. On a commencé à voir des lamas tibétains, des Roshizen rentrer dans se faire mettre un électroencéphalographe ou rentrer dans un IRM et méditer pour voir ce que ça donnait. Et les découvertes ont été tout à fait stupéfiantes. On s'est aperçu que la méditation véritablement modifiait l'activité cérébrale de façon parfaitement nette et modifiait même l'épaisseur cérébrale, c'est-à-dire qu'elle gonflait certaines zones du cerveau. Alors, pour être un tout petit peu plus spécifique, on va pas aborder le sujet dans trop de détails, mais quand même, par exemple, l'amygdale, qui est une zone du cerveau qui est responsable des réactions de type fuite, colère, combat, eh bien, l'activité de l'amygdale est diminuée, la connectivité de l'amygdale est nettement diminuée chez les méditants réguliers. Et cela, pas seulement pendant qu'ils méditent, mais tout le temps. C'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, c'est une sorte de transformation permanente du cerveau. C'est pas juste un état temporaire pendant qu'on médite. C'est durable. Le cortex préfrontal gauche, qui est responsable des émotions positives comme la joie, l'amour, la paix, est considérablement stimulé. Et inversement pour le cortex préfrontal droit. L'hippocampe, qui est par exemple, qui est une zone très importante du cerveau, puisque quand vous avez la maladie d'Alzheimer, c'est que votre hippocampe commence à avoir des problèmes, à mal fonctionner. Eh bien, l'hippocampe, lui, gère l'attention, la mémoire brève, l'apprentissage, la reproduction des neurones aussi, et beaucoup d'autres choses. Et en fait, l'hippocampe est stimulé de la même façon, tout à fait stimulé de façon durable chez les méditants réguliers. Il y a aussi un point qui est capital, c'est l'hypothalamus, parce que l'hypothalamus, c'est une zone du cerveau qui est liée,
qui commande à l'hypophyse, et l'hypophyse gère les hormones dans le corps. Et donc, l'hypothalamus est régulé par la méditation, et de ce fait-là, le système hormonal tout entier est régulé par la méditation, ce qui est évidemment capital de façon générale pour la santé. Et puis, pour en finir avec les bienfaits neuroscientifiques, il y a une chose qu'on voit très très bien sous électroencéphalographe, c'est que quand on est en méditation, c'est-à-dire à la fois calme et clair, vif, éveillé, eh bien, on est en ondes cérébrales de type gamma, qui sont des ondes de 40 Hz, ce qui est beaucoup pour les ondes cérébrales. Et c'est en fait une zone de fréquence où le cerveau est parfaitement synchronisé. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les parties du cerveau fonctionnent en harmonie. Et ça, donc, ce qui permet, en fait, de gérer des situations très complexes, qu'on peut trouver dans la vie active moderne, avec une très grande aise et une très grande simplicité. Donc, tous ces bienfaits-là, ce sont évidemment des bienfaits quand on est méditant soi-même, on n'a pas besoin des appareils pour le voir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une inscription objective à tout ça. C'est pas simplement des impressions subjectives. Donc voilà quelques bienfaits neuroscientifiques. Hein, et maintenant, pour passer aux bienfaits sur la santé, eh bien, on a donc, chez les méditants réguliers, une diminution des hormones de stress et donc une diminution du stress chronique et par conséquent, évidemment, une beaucoup plus grande capacité de régénération du métabolisme en général. Amélioration des fonctions cardiaques, meilleur endormissement, meilleure digestion et surtout stimulation du système immunitaire. C'est une chose qu'on aurait bien aimé entendre à la télévision plus souvent ces derniers mois. Hein, évidemment, on nous l'a pas dit, mais le système immunitaire est considérablement stimulé par une pratique régulière de la méditation. Et évidemment, à notre époque, vous imaginez l'importance. Et également, un ralentissement du vieillissement cellulaire, c'est-à-dire que les cellules, en fait, vont vivre plus longtemps, tout simplement. Donc, ça, c'est une recherche sur les télomères qui est vraiment très pointue, qui a été faite ces dernières années, qui continue d'ailleurs. Et donc, de façon générale, vous voyez, ce sont tous ces bienfaits sur le cerveau et sur la santé, sur le métabolisme, qui maintenant sont authentifiés par les plus grandes universités américaines, européennes et même mondiales, et qui ont finalement permis à la pleine conscience d'avoir cet essor incroyable, parce qu'elle a enfin été prise au sérieux, et comme la date l'a dit précédemment, dans le monde de l'entreprise, de la santé, de l'éducation, et auprès de tout le monde en fait. Et voilà, donc c'est assez magnifique. Moi qui suis à la fois scientifique et méditant, je trouve que ce pont qui a été fait récemment est tout à fait inouï et vraiment, vraiment tout à fait étonnant. Et donc, date, justement, je parlais un peu des événements de ces derniers mois et de la santé. Les nouvelles, liées à la pandémie restent quand même très lourdes. Que faire avec la souffrance, avec la tristesse, avec ce genre d'émotions pendant qu'on médite? Merci Olivier. D'abord, merci pour toutes ces réponses qui est un nutriment pour le corps, l'esprit et le cerveau surtout. Et juste pour dire, j'étais dans le magasin l'autre jour et il avait une dame qui m'avait dit excuse-moi jeune homme. Elle m'a appelé un jeune homme. Elle a cru que j'avais 32 ans. Elle lui dit ouais, je suis pas merci, mais je suis pas un jeune homme et j'ai presque 48 ans maintenant. Mais je pense que la recherche sur le télomère, oui, ça montre un peu de la différence. Donc, ça m'a fait plaisir quand elle m'a appelé jeune homme. Mais que faire avec la souffrance et la tristesse quand on médite? C'est vrai que pendant la pandémie, on est beaucoup isolé. Et on cherche beaucoup de contact chaleur humain, contact social que on voit après le Covid que on a cherché différentes manières par le web, par de différentes rencontres dans la société. La tristesse et la souffrance dans la méditation n'est pas quelque chose à fuir.
souvent quand d'abord la souffrance, quand on rencontre nos propres souffrances, on a tendance de refouler, de fuir notre souffrance, notre tristesse. Par exemple, on peut manger un peu plus de chocolat quand on est triste ou boire un autre verre, ça c'est de tisane, hein, mais un bon verre de vin. Mais on dit quand on travaille dans la méditation, c'est à la nature, la pleine conscience de non-dualité, que je vais faire pas une bataille de mes émotions. Parce que mes émotions, mon corps, mes perceptions, c'est moi-même. Donc j'apprends un instinct que peut-être n'est pas premièrement automatique. C'est cet instinct de prendre soin de soi. Dans la vie, on est un peu programmé, conditionné pour prendre soin des autres, peut-être par notre rôle comme parent ou manager ou responsable, ou peut-être un conditionnement religieux. Mais on a une certaine tendance de vraiment, on sait bien comment prendre soin des autres, mais en fait, la réalité, quand on voit beaucoup de cas de mauvaise santé, dépression psychologique, violence dans le monde, en fait, cette notion de prendre soin de soi, c'est quelque chose de nouveau, je pense. Et la méditation, quand on souffre, par exemple, quand je souffre moi-même, j'apprends de retourner à moi-même. L'énergie de la pleine conscience, dans l'énergie de la pleine conscience, il y a aussi l'énergie de la compassion, l'énergie de la tendresse, de l'amour, de la sérénité. Et ces énergies-là, c'est comme une mère qui va prendre soin de son enfant. Et notre souffrance est comme un enfant oui. Quand un enfant souffre, on va pas poser l'enfant 10 000 questions. Pourquoi tu souffres? C'est quoi ton problème? Voilà. Mais notre premier instinct quand notre enfant souffre, c'est de prendre notre enfant dans le bras. Et c'est une sorte de l'éducation de comment prendre soin de moi, où je peux apaiser mon souffrance, ma tristesse, dans une manière très saine et très autonome. Donc pour moi, la méditation, il a ce côté très puissant pour transformer notre souffrance en sérénité et notre tristesse en joie. Donc il a cette capacité parce que le pouvoir de la pleine conscience, il a cette qualité de non-jugement, comme tu dis, Olivier, au début. Et si on est en pleine conscience, on va pas juger soi-même. On va pas juger les autres. Je pense que ça, c'est la clé pour comprendre les émotions. Après, il y a beaucoup de recherches maintenant qui est liée à la bienveillance, l'auto-bienveillance, qui dit que le mieux qu'on prend soin de nous-mêmes, le moins on va tomber dans différentes détresses, par exemple des détresses empathiques ou l'autocritique de soi ou dévalorisation de soi, mais on est mieux dans cette posture d'un certain acteur de nos émotions. Donc ça, c'est un peu mon réponse. Donc j'ai une question pour toi, Olivier. On entend souvent que les gens disent j'ai pas de temps pour méditer ou la méditation c'est pas pour moi. En tant que méditant de longue date, apprends à méditer. Est-ce que c'est difficile? Bon, écoute, d'abord je voudrais préciser avant de te répondre que 48 ans c'est jeune en fait. Hein, ça, il faut bien que tu te le dises, date. C'est jeune, voilà. Donc il faut assumer ça, c'est tout. Oui, alors, est-ce que c'est difficile? Eh ben, moi, j'ai envie de vous dire, en fait, que la pleine conscience, on le connaît déjà. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir.
un jeune enfant qui vous regarde dans les yeux, il est en pleine conscience, vous regardez une rivière couler, vous regardez un nuage, un ciel, vous regardez quelqu'un que vous aimez, vous l'écoutez, vous êtes vraiment avec lui. Tout ça, c'est des choses, on n'a pas attendu d'être des méditants, d'apprendre la méditation pour le faire. Donc en fait, on a déjà dans notre vie des moments de pleine conscience tout à fait naturels. D'ailleurs, on s'aperçoit, enfin, on le formalise même pas, on le verbalise même pas, c'est juste tout à fait naturel. Et moi, j'ai envie de vous dire, en fait, la pleine conscience, c'est complètement naturel. Il n'y a rien à faire. Par contre, il y a quelque chose à désapprendre pour vraiment être. C'est désapprendre cette habitude, si vous voulez, vraiment, c'est vraiment de l'habitude, de la tendance habituelle, qu'a l'esprit, le mental, à toujours commenter l'expérience. Par exemple, imaginez, vous êtes devant un beau coucher de soleil ou vous écoutez une belle musique. Ça, il n'y a rien à faire, c'est naturel. Vous êtes en pleine conscience. Sauf qu'au bout de quelques secondes ou de quelques minutes, le mental va commencer à vous parler. Il va vous dire, ah tiens, ici c'est super joli, là, le coucher de soleil, alors que là où j'habite, il y en a pas beaucoup. Et voilà, et ça va commenter. Hein. Et donc, et ça, c'est vraiment l'habitude qui est venue après, vous voyez, avec l'éducation, qui est très conceptuelle, hein, surtout chez nous, très mentale. Et donc, on va finalement, la seule discipline de la pleine conscience, c'est au moment où le commentateur commence à se mettre en marche, de le remarquer, de lâcher et de revenir tout simplement à ce rien à faire, simplement être là. Et c'est la seule discipline, et c'est tout petit, en fait, c'est peu de choses. Hein. Donc moi, j'ai envie de vous dire, partez des moments de pleine conscience naturelle. Hein, partez des moments où vous, le soir, vous écoutez peut-être une belle musique, ou vous êtes avec votre amoureux ou votre famille, et voilà, et vous êtes bien, et vous êtes là, c'est déjà là. Hein, et puis continuez simplement à étendre ces moments-là, et simplement avec cette toute petite discipline de dire, bon, au moment où je m'aperçois que je suis pris par des pensées, par des tourments, par des inquiétudes, par des scénarios de mentaux, voilà, juste je lâche et je reviens, tout simplement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement simple. Et alors évidemment, ensuite, il y a des méditations très spécifiques. Hein, vous avez des méditations qui sont des visualisations, vous avez dans certaines traditions spirituelles des mantras, des chants, etc. Ça, c'est des méditations spécifiques. Mais la pleine conscience, dans son sens le plus général, hein, elle se pratique à tout moment de la vie, et elle est à mon avis facile. Alors simplement, si vous voulez, afin d'user en quelque sorte de ces habitudes, de déconstruire ces habitudes à toujours commenter, enclencher des commentaires, des scénarios mentaux, eh bien, ce qu'on conseille en général, c'est de se donner chaque jour 2 petits défis. Hein. Un défi de un moment d'immobilité, comme Date vient de nous le proposer juste à l'instant, et un moment, donc par exemple quelques minutes le matin en se levant ou en revenant du travail, où là, voilà, on reste, on se pose et on reste en silence, en immobilité, en pleine conscience immobile. Donc une fois par jour, un petit moment, et puis une fois par jour aussi, une activité que là on va faire consciemment, je dirais délibérément, en pleine conscience. Par exemple, on va prendre une douche en pleine conscience, en étant pleinement conscient des sensations. Ou alors, on va faire une marche méditative bien consciente pour aller d'un point à un autre. Donc, 2 petits défis comme ça, assez courts chaque jour. Et si vous tenez ça sur le long terme, vous verrez que très naturellement, sans que ça soit difficile, eh bien, on progressera, mais tout doucement, ça, on s'assimilera petit à petit. Et d'ailleurs, donc pour justement commencer tout de suite, je propose à Date de nous guider un deuxième petit instant de méditation. Merci Olivier. Oui, c'est vrai que ce que Olivier dit, on a de ce moment de pleine conscience qu'on peut cultiver. Et là, on va faire encore un autre moment de l'arrêt, un temps de l'arrêt. Et on va travailler un peu ce que Olivier vient de dire, hein, c'est juste comment on peut sortir de cette mode par le défaut, de toujours en train de penser 1000 choses. Et on va prendre juste un exercice très simple de rester avec le souffle encore
Ça va nous apprendre quelques minutes, c'est très facile. Encore, je vous invite de même faire un petit moment de pause, on peut encore arrêter de penser, bouger. Encore simplement fermer nos yeux dans une posture qui est confortable pour nous. Et avec notre corps et l'esprit unifié, on va au niveau, écouter pleinement 3 sons de ces cloches. Dans cette posture confortable, attentive, relaxe, mais ferme à la fois, je peux doucement connecter avec ma respiration, encore où je peux le mieux sentir, juste la sensation du souffle, sans contrôler, sans modifier, sans penser. Juste une pure reconnaissance que je respire. Donc, je suis là, je suis vivant. Cette reconnaissance que je respire, c'est déjà bien. Rien à ajouter, rien à enlever. Vous pouvez remarquer, peut-être votre attention est prise après un moment par votre pensée, un son, une douleur dans votre corps. Et dans cet instant, vous pouvez simplement reconnaître ce moment de distraction, même sourire à ce moment, sans juger, et doucement retourner à la va-vient de votre souffle. Voilà, vous mettez tout en arrêt, le corps, les paroles, les pensées, et vous êtes là, pleinement. C'est une déclaration de liberté, de demeurer dans l'instant présent. Quand vous inspirez, vous pouvez sourire à vous-même, à la vie. Et quand vous expirez, vous pouvez continuer de se relâcher, vous poser. Vous arrivez dans l'instant présent, l'instant merveilleux. Et le son de cloche, on va sortir de cette petite arrêt. Bien, merci. Dact, on va continuer si tu veux. Je voudrais te poser une question. Quels sont les points positifs
quelles sont les qualités positives qu'on puisse développer en temps de crise? Donc, comment la méditation peut nous aider à développer tout cela aussi? Oui, c'est vrai que je pense que c'est important de tirer le point positif dans cette crise. Mm. Et pour moi, le premier, c'est vraiment l'essentiel, c'est que je suis vivant. Je suis là et je suis vivant. Je pense que c'est une sorte de miracle ordinaire, on dit dans la pleine conscience, d'avoir cette prise de conscience que je suis vivant, je suis en bonne santé, j'ai toujours un toile, j'ai 2 jolies filles, j'ai un épouse extraordinaire, j'ai un très bon ami avec toi qui m'accompagne sur mon chemin. Et je pense que ça, c'est la chose la seule différence, c'est quand on est conscient de ce fait, pour moi, ça me donne beaucoup de bonheur, beaucoup de joie d'être présent. Pendant cette Covid, j'avais la chance d'en fait visiter un ami dans l'hôpital et il a décédé. Et je me suis rendu compte que oui, la vie est très précieuse. Il a juste une date dans la vie, dans l'histoire de l'humanité, une Olivier qui va passer sur cette terre. Et je pense que ça, c'est au-delà d'autres points positifs, je pense que ça, c'est l'essentiel. Si j'avais compris ça, je pense que le sens de la Covid, déjà, il a donné une certaine réponse à peut-être toutes ces misères, et toutes ces souffrances qu'on peut voir autour de nous. Et ça me rappelle juste une petite phrase de le poète Christian Bobin qui a dit chaque matin, je me lève et je regarde à travers la fenêtre l'arbre devant moi. Et je demande l'arbre, quoi de neuf? Et l'arbre, avec son merveilleuse réponse, l'arbre m'a répondu, tout est neuf. Et pour moi, c'est vraiment apprécier que la vie est un certain cadeau. C'est pas un contrat que va signer, que je vais vivre quelques années ou jusqu'à un certain âge. Mais chaque jour, j'essaie de vivre comme un cadeau. Et le mieux que je suis conscient de ça, je pense le point positif, globalement, je pense que les gens sont vraiment connectés à eux-mêmes, peut-être pour la première fois. Je pense que ça fait 40, 50 ans que notre société a couru sans cesse depuis l'âge de l'industrialisation vers l'avenir. Et pour moi, cette Covid, c'est un stop et on revient dans l'instant présent. On revient à ce qui est important à nous. Et la deuxième chose, c'est avec l'environnement. J'ai une certaine grande appréciation maintenant pour la nature que même en tant que pratiquant, je peux mieux apprécier que ce merveilleux monde qui nous entoure. On a juste une terre aussi dans notre histoire. Ce monde, c'est tout ce qu'on a. Et comment moi, je peux apprendre, mieux prendre soin de la terre. Et aussi les autres, je pense le point positif qu'on n'est pas seul. On vit pas seul. L'homme n'est pas ni là. Mais l'homme, ma vie est liée à des milliers d'êtres, même jusqu'au bout de l'autre planète. Et juste à voir ce que je fais dans ma vie de tous les jours, ce que je consomme, la façon que je pense, la façon que je parle, il a un profond impact aux autres, jusque le produit on peut acheter, par exemple. Donc, ça, c'est un peu mes réflexions sur cette question. Merci, Olivier. Et j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Ça touche un peu de mon réponse, mais Oui. va ton verre
un changement de culture, moins de égoïsme, moins d'intérêt de soi. Oui. Eh bien, écoute, moi, je pense que, bon, de tout temps, de toute façon, il y a une aspiration à l'altruisme, à la bienveillance, et elle a toujours existé en filigrane, d'ailleurs dans toutes les civilisations. Mais en même temps, c'est vrai que jusqu'ici, notre culture occidentale, elle était quand même basée de façon dominante sur le culte du moi, le culte du soi, un moi qui finalement recherche son intérêt, recherche à prendre les richesses de la planète, etc. Et je pense que bon, la date, tu as parlé du Covid, mais bon, moi j'ai envie de parler du danger climatique et du danger pour la planète. On arrive aussi là à une grande limite qui nous prouve que si on reste dans cette culture individualiste, en fait, on va tous être détruits, tout simplement. On va détruire notre propre biotope. Donc là, il y a une limite qui est posée, et je pense qu'elle est très très forte. Vraiment, cette limite, c'est pas idéologique, c'est carrément factuel. Bon, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans un sens. Hein, ça nous oblige déjà à changer. Et puis un autre élément aussi que je vois beaucoup, moi, je travaille beaucoup avec les entreprises, les organisations, et je vois quand même un déplacement d'un modèle individualiste vers vers des modèles collaboratifs. Bon, l'entreprise libérée, c'est quelque chose qui, en ce moment, est en plein essor. Le management collaboratif, hein, aussi bien dans des entreprises que dans toutes sortes d'associations, d'organisations. Et j'ai l'impression que dans beaucoup de situations, on est à la recherche, la société est à la recherche d'une sorte je dirais, de synergie entre les gens plutôt que des égos qui s'entrechoquent, si vous voulez, ce qui est le mode habituel, le mode traditionnel. Eh bien, on est dans des modes où on essaye d'être plus intelligent et plus harmonieux tous ensemble que chacun pris séparément. Et ça, c'est là que la pleine conscience, si vous voulez, prend tout son sens, parce que la pleine conscience, et ça, ceux d'entre vous qui pratiquez déjà, je pense que vous pouvez le sentir, quelle que soit d'ailleurs la technique ou le style de méditation que vous pratiquez, hein, chose qu'on sent très bien, quand on vient de faire une pratique, même courte, très souvent, quand on ressort de cette pratique, eh bien, on sent qu'il y a comme des barrières qui sont tombées, comme si on était un peu plus en harmonie avec les autres, un peu plus ouvert, un peu plus, disons, oui, en symbiose, on pourrait dire, comme si on partageait, on se rendait compte qu'on partageait peut-être la même conscience ou le même air, en fait, quelque part, le même espace. Alors qu'à d'autres moments, regardez, quand on est stressé, par exemple, ou perturbé, à quel point on peut être complètement bloqué dans son individualisme, dans son individualité. C'est très net. Quand on est dans des émotions négatives, le sens de l'ego est très fort. Quand on est serein, paisible, ouvert, eh bien, très souvent, finalement, le sens de l'ego s'abaisse. Et donc, l'essor de la pleine conscience dans le monde, je pense, va de pair avec cette évolution vers donc plus de collaboratif. Mais, pour conclure quand même sur cette question qui est super importante, je pense qu'il y a quand même un truc qui résiste et qui résiste très très fort à cette évolution positive, c'est tout simplement la peur. Parce que si vous voulez, l'ego, en fait, il se construit sur l'insécurité et sur la peur. Si vous êtes dans l'insécurité, si vous avez peur, vous sortez vos griffes, hein, ou alors vous mettez en hérisson. Et donc voilà, votre individualité là devient extrêmement comme une forteresse un petit peu. Hein, vous renforcez les murs. Et malheureusement, tout le climat social, hein, vous voyez à quel point les médias, les gouvernements adorent intensifier le phénomène de peur, bien sûr, le mettre en scène, l'intensifier, pour justement mieux avoir en main les gens. Et cette peur, cette méfiance, cette peur, c'est quand même quelque chose qui reste dominant. On le voit bien en ce moment, évidemment, c'est exacerbé, mais c'est de toute façon endémique. Hein. Et je pense là, encore une fois, que on peut bien sûr donner des réponses, toutes sortes de réponses, mais la vraie réponse, je pense, c'est de trouver une paix intérieure, ici et maintenant,
indépendamment des circonstances. Trouver une confiance dans l'ici et le maintenant. Pas une confiance dans une projection d'un futur radieux, mais projection qui, comme le dit Date, je suis vivant, je respire, je suis là et je m'ancre dans l'instant présent. Et là, il y a une véritable paix qu'on peut trouver. Et c'est là qu'on peut enraciner, oui, une confiance vraiment qui est incarnée, quoi, qui est pas une théorie, mais qui est vraiment incarnée. Et je pense que si tout le monde pouvait trouver cette petite graine de confiance dans son cœur par ces petits moments de pleine conscience, eh bien, ça désamorcerait. C'est un peu comme les armes qui tombent des mains des soldats. Ça désarmerait toute cette défense, cette défensivité, je sais pas si ça se dit, peu importe, qu'on peut avoir avec l'individualisme et qu'on pourrait donc à ce moment-là, ces modes collaboratifs dont je parlais précédemment, eh bien pourront effectivement avoir du succès et se répandre dans la société. Hein, donc voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc moi je suis d'un naturel optimiste de toute façon. Donc je pense sincèrement qu'on va vers plus de collaboratif, vers plus d'altruisme, mais on a besoin, disons, d'un outil qui nous permette d'une approche qui nous permette vraiment de l'incarner, ce principe-là. Et voilà, et c'est pour ça, je pense que moi-même et Date de la même façon, on consacre notre énergie à promouvoir cette approche-là, puisque finalement, la méditation, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est absolument pas une approche individualiste pour le coup, c'est pas une approche pour soi-même, c'est vraiment une approche qui ouvre les portes de l'harmonie relationnelle, ouvre toutes ces portes-là. Et en fait, si on rentre dans la pleine conscience, on s'aperçoit que ça fait un bien fou à notre entourage et même évidemment plus largement. Donc, c'est une approche tout à fait altruiste et collective. Et justement, sur ce sujet-là, j'ai une question que j'aimerais poser à Date maintenant. Je crois que ça sera d'ailleurs peut-être la dernière avant qu'on prenne vos questions à vous. Il y a beaucoup de formes de méditation et beaucoup d'approches différentes. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que tu proposes particulièrement, que moi personnellement j'apprécie énormément d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est la voie du cœur et la pleine conscience intégrale. Donc cette approche-là, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, merci Olivier. Tout d'abord, je pense que ce que tu dis est vraiment vrai, que on peut pas chercher la paix, mais il faut être la paix. Mon maître, il m'avait dit ça beaucoup de fois. Il dit, there's no way to peace. Il n'y a pas de chemin qui nous amène à la paix. Mais on dit, il faut être la paix. Et je pense dans cet âge-là, s'il y a une certaine réponse à tout ça, c'est comment être la paix. Mais la paix, la réponse, on est une certaine la solution qui regarde le problème. C'est comme on devient la solution nous-mêmes qui regarde tout le problème autour de nous. Et la voix du cœur, c'est aussi, pour moi, c'est la voix de nos ancêtres. C'est la voix de sagesse de nos ancêtres. On sait que la pleine conscience, ça veut dire sati en sanskrit, se rappeler. Et après, en Chine, il a devenu construire ces deux caractères chinoises qui dit l'instant présent et le cœur dans l'instant présent. Ça nous apprend à cultiver des qualités de cœur avec notre conscience, notre attention. Et la voix du cœur, c'est pas une autre méthode, c'est pas un autre protocole, mais c'est une vision qui dit que la pleine conscience, il nous appartient tous. Moi, j'essaie de pas vous vendre notre méthode, vous vendre notre approche, mais c'est un peu comme une certaine vision que si on a une vision juste, comme le Bouddha, il a dit, si le chemin est très simple. Mais si on n'a pas une vision juste de la pratique, si on voit, par exemple, si juste pour réduire le stress ou juste quand on fait mal, on va méditer ou
quand j'ai une certaine maladie. Cette sorte de pleine conscience, je pense, c'est formidable parce qu'il a des recherches extraordinaires qui sont faites. Mais la voix du cœur, c'est une certaine voix intégrale qui ne va pas négliger les différentes dimensions de l'être humain et le monde. Et ça va juste nous apprendre d'abord comment prendre soin de nous. Ce qu'on s'appelle nous, c'est notre corps, c'est notre sensation, c'est nos émotions, notre perception, notre conscience. Donc, on va plonger dans ce monde, réapproprier ces 5 éléments de nous que peut-être on avait négligés pendant un moment et on apprend de prendre soin de nous. Mais on sait, par exemple, le boom de méditation, maintenant, on dit, il a des applications avec des millions de gens qui méditent. Et je suis en train de dire, s'il a 1 million de gens qui méditent, on doit avoir un niveau de paix en France qui peut avoir répercussions. Mais en fait, le plus qu'on médite, le plus qu'on peut se rendre compte, en fait, on a de blessures, peut-être de souffrance en nous, que des fois, on va éviter en méditant. On va essayer de méditer, mais on va pas essayer de regarder ces blessures. Et des fois, on peut voir peut-être notre vie, il coince dans notre relationnel avec nous-mêmes, avec nos habitudes. Et on va essayer de juste appliquer le plein conscience au niveau, on dit, de profondeur. Maintenant, comment on dit, prend soin de l'enfant intérieur, ce que mon maître, il s'appelle notre souffrance très ancrée dedans, de notre enfance, dans notre trauma. Et après, on parle aussi d'un côté très horizontal qui est lié au monde. Je pense on a des aspects qui est lié au monde, qui est lié à l'éthique à la fois. Une pleine conscience sans éthique, c'est pas la pleine conscience sur le voie du cœur. Ça veut dire, je peux faire le plein conscience et, par exemple, massacrer mon voisin ou dire du mal aux gens ou, abuser des gens. Et cette sorte de pleine conscience, c'est pas encore la pleine conscience juste, on dit. Mais c'est une pleine conscience, hein. Et à la fois, quand tu touches par exemple, dans ton livre, la pleine conscience relationnelle, c'est comment maintenant on peut vraiment appliquer ça dans mon rapport, dans ma famille, dans le couple, dans mon entreprise, comment être un meilleur écouteur, quelqu'un qui écoute bien. On dit écouteur, Olivier? Oui. Comment on peut mieux écouter les autres pour avoir de réconciliation. On sait que dans la famille, dans les entreprises, il y a beaucoup de conflits, de tensions, de souffrances. Et comment maintenant on peut apporter cette écoute, cette parole aimante, qu'on peut reconstruire, réconcilier avec ce que j'appelle une structure sociale. Mais dès qu'on est plus que 2 personnes, on est une structure sociale. Et le dernier aspect, en fait, c'est souvent on cherche la voie de transcendance, une voie spirituelle notre première recherche. Mais on dit on peut pas transcender sans descendre. On peut pas avoir une expérience qui est plus vaste que nous si je ne suis pas bien de mon peau, je ne suis pas en bonne estime de moi. Et des fois, on dit, quand on entre dans une voie méditative ou spirituelle, on a une tendance de mettre les autres choses à côté, en pensant que la voie dès que je perds mon ego, que je veux plus souffrir, mais en fait, cette voie du cœur, ça nous invite à être humain. Complètement humain. On n'a pas besoin d'être un Bouddha ou des êtres éveillés ou des anges ou de bodhisattvas ou des gens qui produisent des ondes de gamma à haut niveau, mais juste
un être humain qui est sensible, qui aime, qui savent comment prendre soin de lui-même et les autres. Et on dit dans le zen, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mm. Et c'est ça un peu le voix du cœur. Oui. On peut peut-être prendre quelques questions, Date, si tu veux. Oui, oui. Et pendant que tu parlais, j'ai regardé un petit peu certaines questions là qui ont été posées. Je voudrais répondre peut-être commencer en répondant, si tu veux, à une ou deux, puis Oui, je te laisse la parole après, tu veux. ok. Oui, il y a quelqu'un qui posait une question sur la science là. Combien de temps faut-il méditer pour que ça ait des effets sur le cerveau? Bon, en fait, on a examiné des gens qui avaient fait le protocole MBSR, par exemple, qui consiste à faire 40 minutes de méditation par jour pendant 6 semaines, pendant 8 semaines. Hein, et donc, voilà, sur une durée comme celle-là, eh bien, on observe déjà des modifications. Hein, donc, on n'est pas obligé d'être un moine ou un yogi, ou on peut très bien, en faisant une certaine durée tous les jours pendant quelques semaines, avoir déjà un résultat. Hein, donc, ça, c'est un point. Et puis, je voudrais aussi répondre à une autre question importante. Il y a quelqu'un qui dit, c'est Iwana, je crois, qui disait, est-ce que la méditation, ça consiste à ne pas bouger et à ne penser à rien? Et je ne sais pas si tu étais là, Iwana, au tout début, là, quand j'ai donné la définition de la pleine conscience, mais je pense que j'avais envie de répondre à cette question-là parce que c'est souvent une erreur que font beaucoup les gens. Ils pensent que la méditation, ça consiste à faire le vide, entre guillemets, dans son esprit, à ne plus avoir de pensée, plus avoir d'émotions, à être et à ne plus bouger, donc une sorte d'immobilité totale où il ne se passe plus rien. Hein. Et ça, c'est vraiment une des plus grandes erreurs de compréhension, tout simplement. Mais je sais que c'est quelque chose qui est souvent, dit par erreur, justement, répandu comme un faux. En fait, pas du tout, parce qu'en pleine conscience, vous pouvez être pleinement. Il peut y avoir des pensées, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir. Quelquefois, il y a beaucoup de créativité dans la pleine conscience. Ça m'arrive de m'asseoir sur mon coussin, par exemple, et d'avoir un esprit très clair où il y a plein d'idées qui viennent et qui librement elles viennent et je les laisse complètement libres. Hein. Le point clé, si vous voulez, dans la méditation, c'est de ne pas suivre et de ne pas se laisser empêtrer dans les pensées, hein, de ne pas se laisser obséder par les pensées, de ne pas se fixer sur les pensées, les laisser passer. Voilà. Mais on peut les laisser émerger, on peut les laisser émerger. Hein. Donc il n'y a pas besoin de faire le vide du tout. Et donc, moi, ça m'arrive, par exemple, d'être en pleine conscience pendant que je parle, ou que je donne une conférence, ou pendant que je sais pas, enfin, je suis en vélo quelque part. Et voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des perceptions, il y a des sensations, il y a des pensées, et tout ça, c'est parfaitement libre. Je reste dans l'instant présent, et finalement, je peux tout à fait être en pleine conscience, donc au cœur d'une sorte d'activité. Alors, bien sûr, il y a aussi des moments où vous êtes en pleine conscience immobile et pendant un moment, toutes les pensées se sont calmées et on a une très belle eau calme, l'esprit est calme comme un lac, c'est magnifique. Mais l'océan, il est très beau aussi quand il a des vagues, hein, donc il n'est pas obligé d'être parfaitement calme non plus. Donc voilà, je voulais simplement dire que la pleine conscience, telle que je vous la définis, là, vous voyez, peut vraiment se vivre au cœur de l'activité moderne et pas seulement dans la tranquillité justement, il y a une question qui vient d'apparaître, comment rester en pleine conscience quand on est dans un environnement stressant? Hein. Eh bien, précisément comme l'hôpital, eh bien, il y a une pratique toute simple, hein, qui est souvent donnée à l'hôpital, c'est quand vous marchez d'une pièce à une autre, eh bien, de faire une marche méditative, c'est-à-dire pendant les quelques secondes ou les quelques minutes où vous vous déplacez dans un couloir, être conscient tout simplement de ces pas sur le sol, plutôt qu'être en train de penser, pris dans les pensées, hein, eh bien de rester conscient des pas sur le sol. Et ça a été expérimenté avec beaucoup de succès dans le milieu hospitalier. On s'est aperçu que c'était vraiment un moyen très très bon de revenir, de faire comme ça des rappels réguliers de pleine conscience, même au cœur d'un milieu très affairé et même très stressé souvent.
Hein, voilà, donc voilà un exemple de pratique à faire, la méditation marché, vraiment à faire au milieu d'une entreprise ou d'un hôpital avec beaucoup de bienfaits. Donc je sais pas, Dad, si tu veux peut-être répondre à d'autres questions qui sont sur le chat ou tu souhaites Il y a interrompre. d'autres questions Tu les vois? Oui, oui, oui. Ok, je peux. Vas-y, si tu veux. La question de Ghislaine. Hmm. Quelle différence entre le bienfait de la méditation et celle du sommeil? Ah oui, 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 j'ai vu ça. Oui. Euh, le sommeil, c'est très important, hein, c'est là un peu l'essentiel. Si on n'a pas un sommeil profond, on est tout déréglé, on n'est pas en régulation physique ou émotionnelle, selon la science. Le bienfait de la méditation, ça peut rapprocher des états de sommeil, parce que quand on parle de différents rythmes de cerveau, comme alpha, bêta, theta et delta, on sait que le sommeil, dans le sommeil profond, il entre dans zone theta, par exemple. Et par exemple, dans la méditation, on peut déjà apaiser notre zone de cerveau, qui peut avoir une impression qu'on est en train de se reposer, même si on est en action. Donc, mais la différence entre les deux, que c'est la méditation, que on est éveillé. Je suis conscient quand je médite de mon expérience, quelle que soit mon expérience, une expérience agréable, désagréable, neutre, une mix, j'apprends en fait, de rien faire, on dit dans le zen, avec cette expérience, et d'apprendre à ressentir, observer comment mon esprit fonctionne, comment mes habitudes se fonctionnent. Comme ça, je peux avoir une connaissance de moi-même. Donc, quand vous dormez, vous n'avez pas une connaissance de vous-même. Le sommeil, ça nous fait pour nous oublier. Même dans le sommeil profond, on peut oublier notre douleur physique, notre problème. Mais dès qu'on se lève de notre sommeil, tous nos problèmes, ils reviennent. Donc, la méditation, au lieu on dit oublier notre problème, on prend conscience de notre problème. On prend conscience que qu'on est comme ça, on peut, au fur et à mesure, dénouer tout le nœud physique ou psychique qui nous empêche d'être vivants. Tu as des choses à ajouter à ça, Olivier, avec ton... Non, moi je trouve que c'est tout à fait juste. Alors, quelqu'un demandait en plus méditation, est-ce que c'est la même chose que la réflexion? Alors ça, c'est un problème du mot méditation, parce qu'en fait, vous savez, le mot méditation, c'est la traduction de mots qui sont tibétains, sanscrits, enfin orientaux en général, hein, qui désignent. Et on a traduit par méditation en français, mais à mon avis, c'est une erreur, parce que le mot méditation, dans notre langage, il rapporte plutôt aux méditations de Descartes, qui sont en fait des réflexions, et non pas de la méditation. Donc, malheureusement, quand on dit « je suis en méditation », dans le langage courant, quelqu'un qui n'est pas averti, il peut croire que je suis dans une sorte d'introspection, profonde, et c'est pas du tout ça. Le mot pleine conscience, qui a été utilisé d'ailleurs par Thich Nhat Hanh, eh bien, est à mon avis bien meilleur, parce que pleine conscience, c'est simplement être pleinement conscient, être tout simplement ici, dans l'instant présent. Hein, c'est pas, il n'y a pas cette idée de rentrer dans une sorte d'introspection intérieure ou je ne sais quoi. Et donc, dans ce sens-là, vous voyez, la pleine conscience, non, je dirais que c'est pas la réflexion. Hein, c'est plutôt le lâcher prise de la réflexion. C'est le moment où vous lâchez l'esprit mental et puis où vous vous permettez d'éprouver directement les choses. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on n'a jamais assez précisé, c'est que il y a une différence, par exemple, entre ressentir, je sais pas, ressentir, par exemple, entre voir le ciel, et puis se dire, je suis en train de voir le ciel. Quand vous voyez le ciel, vous êtes juste conscient. Vous avez une perception immédiate
Et ensuite, il y a un commentateur dans votre tête qui vous dit, ah tiens, ce ciel est joli, je suis en train de le regarder. Voilà. Mais la pensée, c'est autre chose que la connaissance directe. Et vraiment, le cœur de la pleine conscience, c'est d'être directement conscient, hein, parfaitement conscient, mais sans, justement, l'étiquetage, en quelque sorte, ou le commentaire mental. Hein. Donc ça, c'est, je pense, un point important. Et puis, une chose aussi à laquelle je voudrais répondre, c'est il y en a certains qui parlent d'égrégore, là j'ai vu, et qui disent que face à la montée de la peur et de l'agressivité dans nos sociétés, c'est important de créer, bon, un égrégore. En fait, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs définitions, mais c'est simplement quand plusieurs personnes pratiquent spirituellement, ont vraiment une présence, hein, rentrent dans la présence, ça crée une énergie particulière. Et c'est vrai que plus on est nombreux à se sentir reliés dans cette présence, dans cette bienveillance, dans cet esprit d'amour, plus l'énergie d'amour est grande. Hein. Et ça, c'est effectivement, c'est une des réponses. C'est à mon avis très très important de rester fort dans la bonté, fort dans la bienveillance dans cette époque, et de pas se laisser contaminer, si vous voulez, ne serait-ce que par réaction négative. Hein. Comme on est scandalisé par ce qui se passe, eh bien, on va nous-mêmes tomber dans des émotions très très violentes. Je pense que c'est même une erreur. Et l'important, c'est de rester fort dans la bonté et fort dans la stabilité. Et c'est pour ça que pleine conscience et activité sociale ou même politique, eh bien, marchent très bien ensemble, en fait. Donc ça, je tenais à vous le dire. Et je ne sais pas si Dad, tu souhaites encore prendre une question avant qu'on conclue, si tu veux. Oui, justement, oui, j'aimerais répondre à une autre question, et peut-être Mathieu, après, si tu as des annonces de Bouddha, tu peux le faire. Hein. Il a une question là, que penser de l'injuste de la Covid, tous les gens qui sont morts à cause de Covid, les injustes de la Covid. Et pour moi, ça m'a juste fait réfléchir à une petite l'histoire de le Bouddha. Oui. Bouddha, il avait le temps de Bouddha une femme qui a perdu son fils. Ouais. Et cette femme, elle a perdu tous ses repères hein, après la mort de son fils parce que il était très jeune, c'était très injuste qu'il est mort à un âge très jeune. Et voilà, elle a cherché une façon de ressusciter son fils de différentes manières. Et finalement, ils ont demandé d'aller au Bouddha pour peut-être lui, il peut leur offrir une certaine aide. Et elle a demandé au Bouddha, je voudrais ressusciter mon fils, qu'il revienne. Et le Bouddha, il dit, je peux le faire ça, mais si vous devez faire une chose pour moi d'abord. Il dit, vous devez aller dans chaque maison, frapper sur chaque maison et trouver une graine de moutarde dans une maison où il n'y a pas de souffrance. Et elle est partie dans le village pour aller à chaque maison et au fur et à mesure, elle a réalisé que la première maison, elle l'a frappé. Voilà, il avait un oncle qui est décédé. Deuxième maison, une fille qui est malade. Troisième maison, les parents qui sont décédés. Et elle a retourné au Bouddha un peu désespérée parce qu'elle n'a pas trouvé, mais en même temps, elle a compris que on dit, il y a de l'acceptation dans la vie que des fois, quand on accepte, on arrive mieux de peut-être trouver des solutions, des apports à notre situation. Et ce que le Bouddha, il a, c'est pas une acceptation radicale que dans la vie, on est tous nés, dans la vie, on va vieillir, dans la vie, on va tous mourir un jour aussi. C'est juste un fait. Mais entre le jour qu'on est né jusqu'à notre dernier moment, qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie? Et je pense le Covid,
c'est pas la première maladie qui est venue sur Terre. Ce sera pas la dernière non plus. Et il peut nous apprendre des choses. Comment prendre soin de nous-mêmes, notre environnement, comment construire un monde qu'on souhaite de le voir. Parce que je pense si on est tous liés à notre cœur, notre monde doit changer radicalement. Si la véritable 1 million de personnes de France qui méditent maintenant, on doit avoir des impacts très concrets dans notre vie, dans notre travail, dans notre tous. Et ça, c'est un peu l'invitation, c'est de accepter ces faits, mais comment nous, on peut avancer, en être plus liés à les choses qui sont essentielles à nous. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane et Olivier, pour ces questions. J'en ai encore deux autres qui me semblent très intéressantes, que j'ai réécrites, qui remontaient un petit peu. À savoir que je vois que des questions se sont posées. Il y aura bel et bien un replay demain qui sera posté sur la chaîne YouTube et sur Bibouda, où certaines questions ont déjà été posées. Je vous invite en tout cas, pour ceux qui sont curieux ou qui ont dû partir avant, de pouvoir accéder en tout cas au replay. Alors j'aurais encore deux petites questions. La première était pour toi, Date. Peux-tu renommer, c'était Hélène qui demandait, peux-tu renommer les 5 éléments qu'on doit se réapproprier pour prendre soin de nous? Tu en as cité 5, mais peut-être un peu trop rapidement. Pourrais-tu les répéter? Oui, d'accord. Oui, en fait, ça, c'est la première partie de la masterclass, mais c'est le corps. Il faut réapprendre à se connecter avec notre corps. Il y a beaucoup de nous qui se déconnectent, on se perd dans l'ordinateur, par exemple. Il faut pas rester trop long sur Bibouda, hein, 1h30 max. On passe des heures sur l'ordinateur, on oublie notre corps. Et on sait que les hôpitaux, ils ont plein, parce qu'il a des maladies du corps, qu'il a cette manque de l'écoute. Le deuxième, c'est notre sensation. Il faut réapproprier comment on est conscient de différentes sensations en nous, agréables, désagréables, neutres. Comme ça, on n'est pas toujours en réactivité tout le temps. Mais on peut répondre à différentes situations. Le troisième, c'est nos émotions, nos états d'âme. Que nos émotions sont là pour nous dire quelque chose. Ils ont un message. Et il faut pas nier même des émotions considérées un peu négatives. Mais dans notre pleine conscience, on apprend à accueillir toutes nos émotions. C'est ça qui est très radical dans la pratique, qu'avant, on a tendance de rafouler nos émotions, ou on peut exploser sur quelqu'un, mais ça nous donne une certaine autonomie que j'ai une certaine émotion et j'ai le pouvoir et j'ai le choix. Qu'est-ce que je peux faire avec ces émotions? Et la plupart de nous, on est un peu un esclave de nos émotions. Oui, quelque part. Le quatrième, c'est plus subtil, c'est notre perception, notre pensée. Par exemple, mon maître, il a dit une fois que 95% de notre pensée sont inutiles parce que c'est des ruminations, c'est des jugements, c'est des critiques. Et on apprend comment on peut nourrir moins ces pensées qui sont un peu pas trop productives et pour laisser les pensées plus intuitives, plus productives, qui peut émerger dans le silence, dans l'espace, dans la détente. Le cinquième aspect, c'est la conscience qui est un peu plus subtile. Mais pour l'instant, on dit la conscience est à la fois individuelle et collective. Par exemple, vous pouvez vivre à Paris et on connaît tous Paris comme une idée collective. Mais chacun de nous en a une idée, une expérience sur le Paris qui est différente. Le Paris de SPF, c'est pas le même Paris de Champs-Élysées. Le Paris de le 13e arrondissement, c'est pas le même Paris, voilà, que Ivry. Donc, c'est pour voir que ce qu'on s'appelle la conscience, notre conscience individuelle, il a un impact très profond dans le collectif. Mais beaucoup de nous, on reste un peu un certain impuissant parce qu'on pense que c'est le collectif
qui nous influencent. Et on essaie de réapproprier un peu le pouvoir de nous-mêmes, plus ou moins. Parfait. Merci pour cette réponse. Une autre question qui sera pour toi, du coup, Olivier, et après on passera à un petit sujet intéressant, rapide. Donc c'était Sophie qui demandait comment rester en pleine conscience quand on est dans un environnement stressant. Je travaille en l'occurrence à l'hôpital. Oui, donc ça j'y ai juste brièvement touché, mais je pense que c'est bien que j'insiste un petit peu là-dessus. Vraiment une méthode, là, je vous dis, très très spécifique, ça serait la marche méditative. Ça c'est vraiment, si vous êtes à l'hôpital, il y a forcément des moments où vous faites des trajets d'une chambre à une autre, etc. Et là, pendant que vous faites ces trajets, qui peuvent être assez courts, eh bien, vous êtes en marche méditative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez, au moment où vous posez votre pied sur le sol, être conscient du contact de la plante de pied sur le sol, tout simplement. C'est une façon de s'ancrer dans l'instant présent. Parce que quand on est dans un environnement stressé, en général, quand on marche, on n'est pas dans le présent. On est déjà dans la tâche qu'on essaye d'accomplir. On essaye d'accomplir un maximum de choses en un minimum de temps, donc on est projeté. D'ailleurs, souvent même dans la façon dont on marche, on est penché en avant, et on voit ça aussi dans le métro, par exemple, les gens qui sont penchés en avant, déséquilibrés vers le futur, donc toujours, vers le fait de courir après le futur. Et là, eh bien, ces moments donc de marche, eh bien, on va être conscient, je vous dis, de la sensation du pied sur le sol. Voilà, conscient de nos pas, de chacun de nos pas. Ça prend quelques secondes, ça prend 30 secondes, 1 minute, mais c'est très fréquent, des petits rappels tout comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé. Je vais même vous raconter un truc encore plus émouvant. On s'est aperçu que quand on a commencé à enseigner ça aux médecins à l'hôpital, eh bien, déjà, les médecins trouvaient ils étaient moins stressés, mais surtout, on s'est aperçu qu'ils se mettaient à dire bonjour en ouvrant la porte. Alors qu'avant, quand ils étaient uniquement stressés par le manque de temps et tout, ils ouvraient la porte et ils étaient en pilotage automatique, voilà, ils regardaient leurs instruments, ils donnaient leur diagnostic, ils partaient. Et là, en fait, le fait de se recentrer juste pendant 30 secondes, peut-être, en allant d'une chambre à une autre, en marche méditative, quand on ouvre la porte, on se rend compte qu'on a un être humain en face de soi. Donc, vous voyez, des toutes petites choses comme ça, même au milieu d'un environnement stressant, peuvent faire toute la différence et quelque part réouvrir le cœur de l'humain plutôt que d'être dans ce pilotage automatique dans lequel on tombe très vite quand on est en milieu stressé. Donc voilà, ça c'est un petit conseil très concret. Parfait. Donc, merci pour cette réponse. Dad, je voulais du coup également profiter de ta présence pour parler de la masterclass que tu as réalisée avec Bibouda. Donc la voie du cœur, une exploration de la pleine conscience intégrale. Est-ce que tu pourrais nous en tirer peut-être 2 mots de ces 11 vidéos, de ces enseignements, excuse-moi, schématiques avec ces MP3 de méditation? Pourrais-tu peut-être nous en dire davantage? Oui, merci Mathieu. Voilà, cette loi du cœur, encore, c'est juste pour offrir une certaine vision pour les pratiquants qui sont en chemin. On est tous en un certain chemin du cœur, mais concrètement, c'est une série de classes où ça se fait comme un entraînement, où on va s'entraîner avec un certain pré-classe, avec de méditation guidée qui est basée sur différents thèmes. Et après, une heure d'apport, une vidéo qui va nous donner plus d'enseignements liés à le sujet, par exemple le corps, par exemple. Et après, je mets beaucoup l'importance sur la conscience du corps, parce que ça, on dit le Bouddha, il dit, c'est le début, la fin le chemin. Et il faut vivre de plus en plus dans le corps. Beaucoup de gens pensent que le méditer, c'est d'être très loin de nous, mais en fait, c'est d'être très, très ancré dans le corps. Oui. Et on travaille beaucoup sur le corps avec de différentes séances de qigong, de yoga, de mouvements en pleine conscience que on peut nous entraîner à la maison. Après, il a un post-class parce que la voie du cœur, c'est à la fois une certaine intégration on dit la neuroscience,
Donc, on essaie de un peu lire quelques études, par exemple, que Olivier l'a cité, pour montrer que voilà, ce qu'on fait, il a un certain impact littéralement sur notre cerveau, si on répète. Et aussi, ils font la musique inspirante, de poésie aussi, que c'est très important. La poésie, sans la poésie, la vie est un peu sec. Et la musique aussi. Et un peu le post-class qui va nous inspirer pour un peu aller à la suite. Mais chaque classe, il a fait une façon très pédagogique où on peut cheminer sur le voie du cœur, sur cette différents axes que j'ai expliqué avant. Hein, que c'est le soi, l'aspect comment on prend soin de notre blessure, l'aspect l'éthique, l'aspect relationnel, et après l'aspect un peu de transcendance que on veut tous vivre, ce qui est plus grand que nous. Est-ce qu'il y a la chose plus que cette petite date qui est là? Oui. Enfin, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation de cette masterclass. En tout cas, elle est très intéressée et intéressante de notre clientèle. On a eu déjà aussi quelques retours dans le chat. Il est également à savoir que Bibouda offre une promotion en ce moment. Donc, elle est à 97 € au lieu de 162. Donc, une réduction de 40%, payable en plusieurs fois, à savoir. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup à toi, Olivier, Bat, également pour ce webinaire. En tout cas, c'était très plaisant, très intéressant. Sachez tous qu'il y aura un replay qui sera posté sur YouTube et également sur la chaîne Bibouda à partir de demain. Et voilà, merci beaucoup pour votre temps et pour toutes ces informations. Merci à tous. En tout cas, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci à tout le monde aussi. Merci Mathieu. Merci Olivier. Et en tout cas, une prochaine, parce que dans tous les cas aussi, il y a à savoir que pour ta masterclass, il y a des suivis. Donc, en tout cas, on sera amené à se revoir bientôt. Et en tout cas, à la prochaine. Au revoir. Merci.